Salut les amis, par où commencer? Déjà, bienvenue dans Mint & Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins. Cet épisode a été enregistré le samedi 12 novembre 2022. Alors avec Devac, on revient longuement sur le cataclysme FTX, pourquoi c'est si important, mais aussi pourquoi c'est peut-être un mal pour un bien. Dans la seconde partie de l'émission, on vous partage nos réflexions sur les nouveaux systèmes de royalties proposés d'un côté par OpenSea, de l'autre par Yuga Labs, le reveal des youths, mais aussi les nouveautés sur Twitter qui n'arrêtent pas d'arriver. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi vous parler de KPRverse, de Mastercard, d'Embouche avec Azuki, de Rolex, de Lionel Messi avec Sorare, de ASICS avec Steppen. C'est parti! Ah oui, et écoutez bien le début du podcast parce qu'on a une petite surprise pour vous. Et good morning NFT, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Devac? Ça va. Et toi? Ouais, ça va. On est sur une semaine super dense. On essaie du nouveau matos avec Devac. Moi, j'ai ma caméra qui est là, mais j'ai Devac qui est là, donc si je regarde en bas, c'est normal. Devac, toi, t'es un peu plus en face de ta caméra, je crois. Ouais, mais j'ai changé de setup. Je me suis bougé. Enfin, j'ai changé mon background. En effet. Mais bon, c'est pas les principales nouveautés dans le milieu des NFT. La principale nouveauté, c'est que on continue à boire du café semaine après semaine parce qu'on est samedi matin et que. C'est à cause de qui? Voilà. C'est à cause de qui, ça? C'est à cause de moi, j'étais pas dispo hier finalement. Après, jour férié, tu comprends, fallait. J'avais acheté plein de bières. Ouais, putain, je suis désolé. désolé. Raconter des belles histoires de brasseurs et tout. Mais on va faire semaine ça. Prochaine peut-être. Ok, on va aller le plus vite possible avec Devac parce que c'est une semaine de malade dans le milieu des NFT. On veut éviter de faire trop long. La plupart d'entre vous sont déjà au courant de ce qui se passe, mais on va juste débrief ensemble, débattre un petit peu avec Devac pour vous partager nos points de vue sur ce qui se passe. Est-ce que tu préfères qu'on commence par le sujet FTX ou est-ce qu'on commence par les volumes globaux NFT? Elephant in the room, hein. On peut pas skipper cet événement. On peut pas skipper vrai, FTX. On va parler de FTX. C'est historique. On peut pas ne pas en parler parce que c'est historique et puis ça impacte complètement le monde du NFT aussi, même si on n'est pas spécialisé crypto. Mais avant de parler de FTX, on a des choses plus importantes à vous raconter concernant Mint & Drink justement. Il y a deux trucs qu'on veut partager avec vous très rapidement. Le premier, c'est de faire un gros big up à notre ami Tosh.eth sur Twitter, vous le trouvez sous le nom de @touchemontosh. Pourquoi on vous parle de lui? Tout simplement parce que sans qu'on lui demande rien, il a décidé de nous acheter et de nous envoyer l'adresse ENS mintanddrink.eth. Voilà, on n'a rien demandé et cette personne nous a très gentiment dit c'est bon les gars, je vous ai acheté le truc au cas où ça parte avant, on sait jamais, j'ai vu que vous l'aviez pas acheté et il nous l'a envoyé sur notre wallet. Donc ça y est, vous pouvez maintenant envoyer des fonds si vous voulez nous soutenir sur mintanddrink.eth, mintanddrink.eth. On a aussi du coup acheté au cas où mintanddrink.eth, donc mintanddrink.eth. Comme ça, l'une ou l'autre des adresses revient au fond pour Mint & Drink. Pour développer le pod, bon, évidemment, pour l'instant, on aura zéro donation. Mais à terme, ça pourra toujours être utile. Donc, un gros merci à Tosh. Et le deuxième truc de ouf qui se passe, c'est que on est partenaire de la NFT Paris. On a des passes presse pour y aller. On va couvrir tout l'événement. En audio, c'est sûr. En vidéo, on verra. Donc à ce propos-là, il y a deux choses importantes que vous devez savoir. La première, c'est qu'on vous a chopé un code de réduction pour l'événement. Je sais pas si tu veux en dire plus, Devac, je crois que tu as plus les chiffres en moi, mais en tête, mais on a un peu plus de 10% de réduction, c'est ça? 12% de réduc. Donc okay. le billet. Donc déjà l'événement NFT Paris, c'est vraiment l'événement à suivre. Donc ça passera en 2023. Ça va être dingue. C'est au Grand Palais éphémère en face de la Tour Eiffel. Ils attendent 15 000 personnes dans cet événement-là. Il y a tous les gros qui viennent parler. C'est fou. Dont Snowfro, Eric Calderon, dont Julian Holguin, le CEO des Doodles, dont l'un des deux cofondateurs des Bored Apes, je ne me souviens plus lequel. Gordon, ok. Ouais. Dont Punk 6529 où ils auront en fait une espèce de salle de conférence spéciale anonyme où en fait la personne pourra venir en personne mais rester anonyme avec un effet de lumière, etc. qui fera en sorte qu'on pourra pas le voir mais qui sera bien là au centre de la pièce en présentiel avec vous dans la salle. Ça va être l'événement parisien à ne pas rater côté NFT de l'année. C'est fin février, 26, 27, 28 si je me trompe pas. 24-25. Pardon. 24-25 février 2023. Vous pouvez aller voir sur le site nftparis.xyz.
Il y a les installations, elles sont juste, enfin on en a parlé avec Paul justement, elles sont juste, enfin vraiment dingues. La vidéo de présentation, elle est folle. La vidéo, elle est folle. Enfin, ça a l'air d'être du très bon travail qu'ils ont fait là-dessus. On va concurrencer les Américains hein, avec le NFT NYC. Franchement, c'est la même. On a un bon, clairement, on a un très bel événement qui va arriver. Clairement. Ouais. Et donc du coup, donc on est partenaire, donc enfin, vous pourrez aller regarder via notre lien. Enfin, vous pouvez récupérer 12% à peu près sur le prix d'achat. Je crois c'est encore en early bird là, donc le prix est à 290 €. Pour les 2 jours. Pour les 2 jours. Pour tout le truc, ouais. Et donc nous, on vous le fait redescendre à 250, quelque chose comme ça. 252 effectivement, donc on vous fait une ristourne de quasiment 40 balles, ce qui est plutôt cool, sachant que vous pouvez acheter ce ticket là pour tout l'événement, mais vous pouvez aussi acheter juste pour 40 €. Je crois que c'est la deuxième après-midi que vous pouvez avoir à 40 €, ce qui est un prix bon qui reste une somme, mais c'est plutôt abordable comparé à d'autres événements crypto NFT où c'est plutôt minimum 1000 balles la place, hein. On a vu dans NFT London, NFT New York, etc. C'était plutôt dans ces eaux-là. Donc des places abordables après à partir de 40 €, c'est quand même plutôt chouette. Mais sinon, pour tous les 2 jours, vous avez 250 € grâce à Meet & Drink dans le link qu'on vous met dans toutes les descriptions sur tous nos réseaux sociaux. Vous allez la trouver dans la description de cet audio ou de cette vidéo. Allez, on passe pas plus de temps là-dessus, sauf si le pass 40 €, c'est vraiment, on sait qu'on a des personnes qui sont pas spécialement dans le monde du NFT qui nous écoutent. Enfin, c'est vraiment l'événement. Enfin, le pass, c'est vraiment le truc à aller prendre si vous êtes curieux, curieuse, et que vous voulez voir justement comment un événement NFT peut se dérouler sans payer extrêmement cher. Donc 40 €, c'est à peu près le prix pour un musée, à Paris, par exemple. Mais là, c'est de la découverte, de ce nouveau monde. Exactement. Et comme nous aussi on va découvrir ça, du coup la deuxième info par rapport à NFT Paris, c'est on a envie de faire une présence de Meet & Drink à NFT Paris qui soit collaborative. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir vos idées sur comment vous voulez qu'on couvre l'événement. Est-ce que vous voulez qu'on porte telle ou telle tenue? Est-ce que vous voulez qu'on inclue de la vidéo dedans? Est-ce que vous voulez qu'on aille absolument choper une petite interview de quelqu'un de connu qui vous tient particulièrement à cœur? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des micro-trottoirs? Enfin bref. On est preneur de toutes vos idées et on va s'engager avec Devac sur les meilleures idées à du coup essayer de les réaliser et de vous permettre d'avoir le meilleur coverage possible de cet événement-là. Donc voilà, on va continuer, on va faire des sondages régulièrement sur Twitter pour vous demander votre avis sur ce qu'on doit développer pour la NFT Paris et on espère qu'on pourra faire le meilleur coverage possible, quoi. Ouais, j'ai trop hâte, ouais. J'ai tellement hâte. Sans plus attendre, FTX. Du coup, il s'est passé des trucs de ouf. Je sais pas si tu veux récap peut-être parce que toi t'as digué le sujet mais vénère je pense cette semaine. Alors, moi aussi. Il y a plusieurs choses. Alors déjà en fait je sais même pas par où commencer parce que c'est là ce qu'on voit là apparaître depuis 72 heures, 4 jours, c'est juste je pense une petite partie de la surface du gros iceberg qu'il y a derrière, je pense. Ah ouais, ok. Il y a beaucoup plus de choses, franchement il faut pas regarder tout ce qui se passe aussi sur Twitter parce qu'il y a 90% de juste de vomi en fait parce que les gens ils disent un peu tout et n'importe quoi. Il faut aller regarder les bonnes sources et tout. Il faut passer du temps dans des spaces parce qu'il y a des gens qui remontent, qui sortent des trucs potentiellement, mais enfin tous les tweets ou des randoms qui disent un peu n'importe quoi. Faut faire gaffe. Par où commencer? Alors FTX déjà, faut savoir que c'était le second, c'est le challenger de Binance. Donc la deuxième plus grosse marketplace crypto au monde. Donc la première, Binance, alors avant les faits, elle pesait 300 milliards. Ça a peut-être changé depuis. 300 milliards 300 milliards, ouais. Ça c'est la valeur. La valeur de la boîte, putain. Ouais. Je pensais pas du tout que c'était autant. C'est monstrueux. Tu me mets un doute là. Non, mais peut-être. Hein. Non, peut-être. Si j'ai entendu ça. Je vais rechecker, mais j'avais entendu ça quelque part et j'avais revu ça aussi. Ils font 10 milliards de bénéfices par an. Pas facile à calculer. En fait, ils sont pas du tout. Ils sont pas cotés. Bah ouais, c'est privé comme boîte, donc ils estiment à peu près à 300 milliards. FTX c'est de 20 milliards. Donc déjà il y a un scale qui est assez énorme. Le premier. Ou c'est peut-être le montant des échanges qui a eu lieu sur la plateforme.
Je vais regarder. En tout cas, je vais. Bon, en tout cas, le premier Binance est très loin devant FTX. Ok, parce que tout le monde se dit ok, c'est le deuxième et du coup c'est énorme, mais en fait il faut regarder aussi la proportion des échanges quotidiens qui sont faits en crypto, qui sont faits via FTX. Là, c'est un autre débat. Et je trouve que plus globalement, on parle beaucoup souvent de termes assez flous pour décrire l'importance des trucs. Par exemple, c'est quelque chose de prioritaire ou c'est l'une des marketplaces les plus importantes. Ouais, mais concrètement, est-ce que c'est 10% des volumes ou 1% des volumes ou 50% des volumes? Et en fonction de ce pourcentage-là, ça n'a rien à voir, quoi. Ah, clairement. Non, clairement. Enfin, c'est vrai que là, les deux gros, ils se battent et les deux gros se battent pour la première place. Binance l'a déjà et donc, FTX. Binance a lessivé le marché. Et FTX enfin, en tout cas, par son fondateur SBF, Sam Bankman-Fried, veut faire monter FTX au rang de premier. En fait, il a un ego assez mentionné et voulait du coup faire monter FTX numéro 1 sur le marché. Okay. Le problème, c'est qu'il peut pas avoir un seul numéro, il peut pas avoir deux numéros 1. Donc il y a une guerre qui est là depuis très longtemps. Sauf que en 2019, Binance avait déjà investi dans FTX. Quand FTX était encore très très petit, elle avait investi pour plusieurs millions à l'époque. FTX a pris beaucoup de poids, notamment pendant le bull market. Ok. Et donc du coup, une fois que FTX avait pris cette grosse place au sein de l'écosystème crypto de tous les exchanges, SBF il voulait juste racheter les parts que CZ, donc le fondateur que Binance avait acheté de sa boîte, quoi. Donc il voulait racheter pour 2 milliards, quelque chose comme ça. Donc il s'est dit comme ça, je sors CZ de la table des décisions parce que en fait tu peux pas avoir un concurrent autour de ta table exactement, et qui voit toutes les informations. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient pas si concurrents que ça au début et que petit à petit ça devenait de plus en plus le cas. Du coup CZ pour sortir a fini par se voir offrir des FTT, c'est ça, pour sortir. C'est ça. Donc il avait 50%, donc il lui a racheté pour 50% à peu près en moyenne de FTT. Donc c'est le token natif de FTX. De FTX, ouais. Et 50% de BUSD, donc c'est le stablecoin de Binance. Et donc du coup, l'accord il a été réalisé sur ce point-là. Et donc ça c'est la base. Et donc ça fait très longtemps que ça dure. Enfin, que c'était établi comme ça. Et là, en fait, depuis, je crois que c'était en juin ou avril dernier, il y a eu un article d'un média américain, Coindesk. Du coup, ça date d'il y a plusieurs mois, en fait. Ce truc-là, ça date de plus, ça fait longtemps. Hein. Ah oui. Ok, vas-y. Parce que moi, je découvre tout ça à titre personnel. FTX, je connaissais même pas. J'avais vu pourtant la pub avec, tu sais, dans l'histoire, le mec, le vieux con entre guillemets, qui est là à chaque innovation pour dire que non mais ça va pas durer, etc. Enfin, vous irez voir la pub FTX Super Bowl, elle est super marrante. D'ailleurs, c'est très ironique que cette boîte-là fasse faillite, vu la pub qu'ils avaient faite. Et du coup, FTX, moi, je connaissais même pas en fait. C'est une plateforme. Elle a vraiment cartonné parce que c'est une plateforme de trading qui est vraiment faite pour les traders. Parce que ça fait, en fait, SBF, c'est une tête. Hein. C'est un génie ce mec. Ok, d'accord. C'est un mec qui sort du MIT, il est hyper jeune, hein, il a 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il était trader à la Wall Street. Il était vraiment trader dans un fonds, je crois. Et il a monté justement ce truc-là juste après. Donc il a monté ça assez tôt. Hein. La plateforme, si j'ai bien compris, c'est un Binance pour les pros, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, la plateforme, elle est vraiment. Alors moi, j'ai jamais, je suis jamais allé dessus. Je pense qu'elle était un peu trop technique pour moi. C'est vraiment fait par des traders pour des traders. Ouais. Et après derrière, il a rajouté pas mal de features justement, notamment de produits dérivés en fait, ce que les traders aiment bien surtout. En effet. Et donc du coup voilà, alors juste avant de parler de l'article de presse, il faut parler de Alameda Research. En fait, Alameda Research, et c'est un point assez important parce que c'est la deuxième entreprise que a fondé SBF. Et en fait, ce truc-là, c'est une plateforme un peu de trading qui vient aller renflouer de l'argent. En fait, c'est un market maker. Il vient renflouer de l'argent et mettre de l'argent quand il y a l'offre et la demande pour combler un peu, pour mettre de la liquidité en fait. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu mets 100 balles dans FTX pour trader. FTX en échange te donne, je sais pas, des bitcoins.
Ce que fait FTX avec tes 100 balles, en fait, c'est qu'ils viennent le filer à Alameda. Alameda, c'est ça? C'est ça, Alameda. Le filer à Alameda, qui est une sister compagnie, en fait. C'est ça. Et Alameda prend ses 100 balles et viennent, l'investir dans différents projets, dans différents trucs et essayer de faire des petits avec, quoi. C'est en fait le schéma, mais, du Ponzi. le schéma de Ponzi, en fait, classique, mais de chez classique, hein. Je te file 100 balles. Et ces 100 balles, en fait, au lieu de les garder pour me les rendre dès que j'en ai besoin, en fait, tu vas faire mumuse avec. Le jour où tu arrives à faire 120 balles avec mes 100, tout va bien. Le jour où mes 100 balles, tes investissements, ils se transforment en 1 balle, banqueroute. Ouais. Et en fait, justement, c'est là où, justement, le média CoinDesk a révélé, justement, que l'état de santé de Alameda Research était pas et ça, en juin, en fait. Ça, c'était au printemps, quoi. L'article est sorti en mai-juin. C'est incroyable. Et donc du coup, c'est ouf. Donc le média révèle l'état de santé de Alameda Research. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie des ressources d'Alameda Research sont en FTT, le token natif de FTX. Ouais. Qui est backé sur rien du tout. En fait, il y a pas de collatéral derrière. C'est incroyable. C'est du vent en fait. FTT, c'est du vent. C'est incroyable. En fait. Donc c'est pire. C'est comme si tu me filais 100 balles. En échange de ces 100 balles, je te donne une pièce en plastoc que j'ai inventée, que j'ai créée, qui vaut théoriquement rien, qui est baqué sur rien, mais juste te dis t'inquiète, ça va rester, cette pièce-là, elle vaudra toujours 100 balles, t'inquiète, ça va gérer. Et derrière, tes 100 balles, je les investis, je les perds, et mon truc en plastoc, il sert plus à rien, quoi. Et en plus de ça, c'est que FTX et Alameda en fait, c'est les entreprises majoritaires à détenir, la supply. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire monter rapidement les cours en flouant un peu plus, tu vois. Incroyable. Donc c'est incroyable. Et donc du coup, dingue. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu que toutes les dettes, elles étaient sur de FTT. Ouais. Et qu'il y avait pas vraiment les dettes, toutes les dettes étaient mises en caution en collatéral en FTT. Là, tu vois que la valeur, en fait, elle tient juste sur un fil. C'est-à-dire que n'importe quelle news ou quoi, en fait, ça peut faire complètement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est CZ qui a dit, écoutez, moi, j'ai l'équivalent de 2 milliards de FTT, je vais les vendre. Voilà. Et là, il a annoncé publiquement. En fait, il a fait ce tweet en disant, je dump tout. Ouais. Alors pourquoi il voulait pourquoi il a fait ça? Parce que, alors là, c'est là où en fait il y a plusieurs scénarios et je pense qu'on le saura peut-être jamais. Il y a plusieurs scénarios. Il y a soit en fait il s'est rendu compte que voilà, je peux le faire couler, clairement. Et je fais couler mon concurrent. Et ciao, et puis il va disparaître ce mec. Donc une question plutôt de gagner des parts de marché. C'est un marché, c'est un marché capitaliste quoi. Donc je le fais tomber. Soit et en fait il avait pas spécialement conscience de tout ce qui allait se passer après. Il a juste dit qu'il allait vendre ses tokens parce que il sentait pas en fait le truc quoi. Après pourquoi il l'a fait en public, ça tu vois, c'est là où je sais pas trop pourquoi parce qu'il aurait pu faire un achat, il aurait pu vendre directement ça en OTC directement. Et on l'aurait pas vu parce que c'est centralisé. Tu vois. Mais je pense que il avait pas mal en fait César il est pas con, je pense qu'il a des infos, oui forcément. T'as des employés FTX qui devaient peut-être parler, j'en sais rien. Apparemment, c'est là où il y a pas mal de problèmes, c'est que les employés FTX en fait t'as un espèce de t'as le core la core team qui est aux Bahamas, ils sont tous en coloc et ils prennent toutes les décisions entre eux. Et t'as tout le reste qui subit entre guillemets, tu vois, parce que t'as pas trop de pouvoir. Enfin, ils avaient pas trop de pouvoir. Donc, c'est un peu bizarre en fait. D'ailleurs, je vais revenir sur ça parce qu'il y a des histoires. Je sais pas si t'as vu passer, mais franchement, c'est Netflix. Non, je pense qu'il y a un truc sur Netflix qui va arriver. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bref. Donc du coup, CZ décide de vendre ça. Peut-être aussi que c'est pour faire. Moi je dis que si jamais il était au courant que FTX c'était n'importe quoi, peut-être qu'il a fait ça exprès pour les faire couler, non pas pour faire couler le second, mais peut-être pour assainir le marché et se dire ok, il faut un chevalier blanc pour faire couler cette boîte parce que c'est vraiment une bombe à retardement et je vais la faire couler tout de suite comme ça va. Il a aucun intérêt, CZ, il a aucun intérêt de voir l'écosystème crypto disparaître. Non, mais bien sûr. Déjà qu'on a eu trois autres scandales en quelques mois, là. Tu vois, on voulait pas spécialement. Mais c'est top. Je pense qu'il a pas spécialement. On va en parler après, mais pour moi, c'est top. Et, donc, du coup, il l'a dumpé,
ça commence à s'exciter. Enfin vraiment l'écosystème a commencé à s'exciter. D'ailleurs il y a donc la CEO de Alameda Research, Caroline, qui a dit qui a envoyé un tweet en disant comme quoi elle pouvait racheter pour $22 tous les tokens de CZ. Donc ça montrait un peu que voilà, on a de l'argent, mais par contre tout va bien, quoi. Le truc ce tweet il montrait aussi une faiblesse en disant qu'en fait si le prix descendait en dessous de 22, ça allait être compliqué, tu vois. Donc je te la rachète à 22, mais il faut pas que ça baisse, tu vois. Parce que si ça baisse, ça va les mettre en danger. La panique commence à s'installer, et après t'es dans un cercle vicieux qui s'arrête, qui peut plus s'arrêter. Tout le monde commence à retirer. Tout le monde commence à retirer. J'avais vu 6 milliards de retraits en 72 heures. Jamais vu. SBF, il est là, il dit tout va bien, on est backé, tout est, on a du collatéral derrière pour avoir l'argent, etc. Et le lendemain d'avoir dit ça, et même pouf, CZ rachète la boîte parce que même avant ça, en fait, ça a tellement excité le marché. C'était pas que FTX, c'est vraiment tout l'écosystème. T'as des toutes les marketplaces. Ouais, normal. T'as des gens qui ont commencé à retirer sur Coinbase, USDC, etc. Genre, dont tu faisais peut-être partie du coup. Non, alors moi ça va, j'ai pas été, enfin moi je suis assez résilient à ça. En vrai, je suis long terme en fait, je suis pas court-termiste, donc je sais que sur le long terme j'y crois, donc y a pas de souci. Mais j'ai vu, enfin les gens ils ont commencé à s'exciter, tu vois, bah forcément t'as l'impression, enfin tout est en train de partir en sucette. Et donc du coup forcément tu veux pas perdre. Il y en a, ils ont des millions, tu vois, forcément ça peut être un peu plus impactant, tu vois, de dire grave. Je vois des millions disparaître, vanish, tu vois, d'un seul coup. Non mais ça fait mal pour ces gens-là, évidemment. Et ça, en fait, ça peut arriver dans Web 2 entre guillemets, parce que si tout le monde retire son argent à la BNP ou à la caisse d'épargne, c'est le même. Mais en beaucoup plus court, parce que du coup là dans cet écosystème là de finance décentralisée, on va en parler après, parce qu'elle est pas du tout décentralisée, c'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes-là. Effectivement, en fait, tu vas beaucoup plus vite que dans un système financier traditionnel. Beaucoup de gens se disent que ce qui s'est passé là dans la crypto, c'est exactement ce qui s'est passé sur des dizaines d'années dans la finance pour comprendre comment modifier les règles pour faire en sorte que ce genre de soucis, de pyramide de Ponzi, etc. ne se reproduisent plus jamais, quoi. Et donc là, il se passe la même chose, mais en quelques mois dans la crypto, où littéralement toutes les entreprises malveillantes sont en train d'être décimées, quoi. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, ce genre de truc. On continue l'histoire parce que du coup c'est pas fini. Le lendemain, FTX est tellement dans la merde, CZ décide, du coup le boss de Binance décide de racheter FTX parce que du coup ça vaut beaucoup moins que la veille. Il fait une proposition, il s'engage, etc. Encore le lendemain, CZ annonce que en fait il a regardé les comptes de FTX et que c'est tellement la merde qu'il veut plus racheter. Et là, on est 2 jours plus tard et ça y est, FTX, fait banqueroute et là, en fait, décide de faire à ce moment-là, c'est que, en fait, c'est là où il y a eu un vrai, parce que, tu vois, là, quand CZ a dit qu'elle allait racheter, les courbes, elles sont descendues, elles sont remontées un petit peu. CZ a dit, en fait, finalement, je veux pas racheter. Finalement, non, mais je pense qu'il a creusé les comptes et il se dit, oh là, vache, c'est encore pire que ce que je pensais. Juridiquement, ça allait être une galère aussi. Enfin, il dit, en fait, c'est une patate chaude. Le lendemain, le boss de FTX, SBF, du coup, dit sur Twitter, vous inquiétez pas, je vais me battre toute la semaine pour réussir à choper des fonds pour remettre la boîte sur pied, etc. Et donc il dit ça. Il y a un tweet qui est très fort. Et il cible personne, mais tout le monde le sait. Il met well played, you won. Bien joué, tu as gagné. Et il met ça dans son tweet, en fait. Il fait un thread et il y a un des tweets, c'est ça, tu vois. On sait pas de qui il parle parce qu'il mentionne pas CZ. Il doit tout ce que c'est CZ, tu vois. Ouais, certainement. Peut-être que quelqu'un d'autre qui est en train d'agir en arrière. Ils sont en guerre depuis des années, tu vois. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas de toute façon. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, SBF dit tout va bien, je vais bosser toute la semaine pour choper des fonds. Et encore le lendemain, il dit non, en fait, on fait faillite. Et là, le lendemain, du coup, aujourd'hui, samedi 12 novembre, matin, on apprend que FTX, je sais pas si t'as vu, mais elle a été hackée, ou elle est en train d'être hackée. Il y a plein de transactions cheloues qui sont en train de se passer. Donc là, tous les jours depuis 5 jours, c'est une accumulation de mauvaises nouvelles pour FTX. Allez, note takedown, parce que l'idée dans Nintendo Ring, c'est de débattre de tout ça avec des vagues, de vous donner notre point de vue, etc. Moi, je dis 2 choses. La première, c'est très bien, parce que ça vient dégager les boîtes qui sont pas du tout décentralisées et qui sont là pour faire au contraire de la CeFi, donc Centralized Finance. Et en fait, je trouve ça dingue, en fait, que des aficionados de la finance décentralisée qui tradent au quotidien sur ces plateformes-là
n'ont jamais pris le temps de réellement comprendre que en fait leurs fonds n'étaient pas du tout sécurisés parce qu'ils étaient centralisés dans une espèce de néobanque qui était FTX ou d'autres, et du coup ont jamais pris le temps d'utiliser ce type d'objets qui sont des ledgers. Je sais pas si je peux faire le mise au point dessus, mais du coup dans les NFT à l'inverse, nous on utilise au quotidien ce genre de choses et qui permet justement en fait de dépendre de personnes concernant la sécurité de nos petites images qui valent de l'argent. Et en fait, à titre perso, en fait, ça fait déjà 1 an maintenant que je n'ai plus rien, ni sur Coinbase, ni sur Binance, ni sur Kraken, ni sur quoi que ce soit d'autre. Tout est là-dedans, en fait, systématiquement. Je n'utilise Coinbase ou d'autres uniquement pour passer de mon compte bancaire tradi à de la crypto. Et une fois que c'est sur Coinbase, je me la retransfère directement là-dessus, en fait. Donc c'est fou en fait de se dire que les professionnels de la finance décentralisée, en fin de compte, s'y connaissent moins en décentralisation que nous avec nos JPEG à la con, quoi. Écoute, c'est encore pire que ça. Gordon, CEO des Bored Ape, donc de Yuga, Ape, etc., a retiré de FTX 19 000 Ethers lundi. Ah non, sérieux? Parce qu'il a dit qu'il dépendait pas du tout de FTX, mais ça veut dire qu'il dépendait plus. Il a mis ça sur un Discord. En fait, ça représente pas beaucoup. En fait, dans la totalité de leurs assets, ça représente pas beaucoup apparemment. Ça fait 25 millions à peu près, ouais. Les mecs, ils ont en tout peut-être pas loin d'1 milliard à mon avis. Ouais, je pense qu'ils sont beaucoup plus hauts. Mais par contre, ils avaient justement, pareil, tu vois, je comprends pas, tu vois, ils avaient 19 000 Ethers stockés chez FTX, quoi. C'est une question de pourcentage des vagues. Si les mecs, ils ont en banque, je pense qu'ils doivent avoir, allez, au bas mot, 700 millions en banque. Retirer 25 millions, tu vois, c'est quoi le pourcentage? Ouais, c'est genre, c'est 4% en fait, de ton truc qui était sur FTX. Ça me paraît pas déconnant que 4% de leur capital soit sur une marketplace, tu vois. Ça reviendra, enfin, tout ce qu'on se dit là, ça impacte aussi les projets NFT à utilité parce que ça impacte la trésorerie, en fait, de ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui avaient peut-être stocké leur argent sur FTX, vanish du jour au lendemain. Toute ta roadmap que tu avais, où t'avais fait la promotion pendant très longtemps, tu vois. Elle peut être complètement détruite, tu vois. Faut que les projets NFT soient pas en mode, tu vois, décentralisation à tout va et crypto à tout va. C'est pas un crime que de prendre ton argent que tu gagnes tous les jours via tes NFT et de venir tout de suite le transformer en vrai dollar sur un bon vieux compte bancaire garanti par l'État, tu vois. C'est normal, tu vois, parce que effectivement, choper des FTT ou être sur une plateforme qui, si elle fait banqueroute, tu perds tout. Y a rien de plus centralisé, en fait. Non, mais clairement. Mais en fait, tu vois qu'il y a plein d'acteurs de gros, parce que je vais vous mettre un tweet tout à l'heure d'un Whale, pareil, tu vois. Il est obligé de revendre toute sa collection NFT parce que sa boîte, il faisait confiance à SBF et FTX. Ouais. Et il s'est fait pareil, tu vois. C'est le propre de la crypto de ne faire confiance à personne, quoi. Personne d'autre que soi avec ce genre de truc. Et ce matin, tu vois, j'étais dans un space mais lunaire, tu vois, genre il y avait lunaire dans le sens où en fait c'était improbable, toutes ces personnes-là, Kim.com, Elon Musk, il y avait 50 000 personnes et il parlait de crypto et Elon Musk a dit à tout le monde, devant 50 000 personnes, parce qu'il le disait dès le début, tu vois, c'est pas un expert de la crypto, il s'y connaît il a un peu de Doge, il a un peu de Ethereum et Bitcoin, il parlait que ces 3 cryptos, mais tu vois, il l'a dit devant tout le monde, il faut rien laisser sur les exchanges. Prenez votre clé. C'est très intéressant, je trouve. C'est bullish pour les NFT, les gens qui sont dans les NFT, parce que c'est quelque chose que les traders ou les gens qui sont dans les NFT, savent très bien depuis très longtemps, en fait. Après, il faut peut-être simplifier aussi, tu vois, il faut simplifier peut-être les outils pour que ça soit plus fluide entre la clé. Bien sûr. Enfin, il y a peut-être des trucs à faire aussi parce qu'il y en a plein, tu vois, moi le premier, tu vois, je suis transparent. Il y a plein de trucs que je mettais pas spécialement sur ma clé parce que j'avais la flemme, justement. Mais même, tu vois, utiliser ça au début, ça te prend minimum une journée à temps plein de vraiment comprendre comment ça fonctionne, pas faire d'erreurs, bien noter ta seed phrase, tous ces trucs-là, tu vois. Donc je suis totalement d'accord avec toi. On est encore au début. De toute façon, il faut juste des hacks comme ça pour faire monter Ledger et ça fait tous les concurrents de Ledger. Et en fait, tu vois, il y a eu un spike de vente sur les derniers jours parce que justement, les gens ils ont commencé à. Exactement. De toute façon, tu le vois partout. Acheter des clés, des cold wallets. On appelle ça des cold wallets parce qu'on va pas faire la promotion que de Ledger parce qu'il y en a d'autres aussi. Oui. Mais c'est vrai. Trésor, etc. Donc cold wallet ou même un wallet en ligne, tu vas sortir des exchanges. Bref. Oui. Là, il y a franchement ce... Là, il y a franchement ce... Enfin, ce...
cet événement-là, je pense que c'est l'un des plus gros qui est eu là dernièrement. Franchement, c'est assez rare. Il y en a même même les OG disaient que les mecs qui sont là depuis 2010, qu'ils ont jamais vraiment vu un truc comme ça, parce qu'en fait là, ça touche vraiment un peu plus de masse. En fait, chaque cycle, on va avoir plus d'adoption. Et chaque cycle, ça sera de plus en plus, l'ampleur sera de plus en plus grande. Et pour qu'il y ait un nouveau cycle, il faut assainir en fait. Et donc c'est ça mon deuxième point. Le premier, c'est que du coup, ce qu'on appelle finance décentralisée, en réalité souvent est très centralisé, et que il faut vraiment que vous preniez le temps de comprendre en fait qui possède vos assets, comment ça se passe. Et le deuxième point que je trouve cool, c'est que ça prouve mon point que je disais la semaine dernière, qui est que dans la crypto, ce qui est cool, c'est que comme tout est public, tout est transparent, etc., en réalité, c'est très compliqué, à long terme, d'organiser une fraude, ou des vols, ou des arnaques, etc. Oui, il y en a, comme dans tous les milieux, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on le voit à la vitesse avec laquelle ça se passe là aujourd'hui sur FTX. Ça prouve qu'en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué de flouer les gens, de tricher, de tromper les gens en fait. Et donc tu en parlais tout à l'heure. Mais tu en parlais tout à l'heure du hack. Le hack, sur Twitter là, ils sont en train. En fait, il y a une police de Twitter qui est en train de suivre les transactions. En temps réel, vous avez sur Twitter des affiliés. Ça c'est des white hats. Ils sont en train parce qu'apparemment, en fait, le hack, c'est des gens en interne qui sont en train de retirer leurs fonds en fait. Apparemment. Incroyable. Mais on sait pas trop, tu vois. Ils sont en train d'aller pister les adresses et tout. Enfin, franchement, c'est une série là. C'est une série quoi. Et encore, attends, il y a des infos. Alors c'est des rumeurs. J'ai pas envie de m'approfondir. Enfin voilà, passer du temps dessus. Mais il y a 2-3 rumeurs qui tournent. Ça c'est plus une rumeur, mais ils ont utilisé les NFT pour blanchir de l'argent apparemment. Je sais pas si t'as vu passer cette news. Non. Mais je savais pas que c'était pour blanchir. En fait parce qu'il y a uniquement les personnes qui sont aux Bahamas qui peuvent retirer de l'argent. Et donc du coup ces gens-là, ils vendent des NFT aux gens qui sont en extérieur. Et ils font transiter l'argent en physique. Via des NFT en fait. Yes. Parce que comme les NFT sont vraiment décentralisés, c'est ça? Alors je sais pas trop techniquement comment ils le font, et pourquoi, mais j'ai vu justement un article, Cryptos l'a annoncé ce matin. Mais à la base c'est Kobe qui avait trouvé ce truc là via Onchain. Et en fait ils font blanchir de l'argent parce qu'en fait les gens ils récupèrent de l'argent physique entre guillemets, tu vois. Kobe, si vous connaissez pas, allez le suivre, hein, il partage beaucoup d'infos d'insider, il est très connecté, donc c'est assez intéressant. Et il y avait un space incroyable avec plein de gens d'NFT et Kobe qui venait débriefer il y a 3 jours du système, etc. Et en fait, Kobe c'est quelqu'un cet été qui a pas mal critiqué les NFT en expliquant que c'était juste un token avec une photo et rien d'autre, et que fallait arrêter de s'exciter pour ça. Et là dans ce space, il y a vraiment un snippet qui est super intéressant, qui a été pas mal publié. Je vais essayer de le retrouver et de le partager dans le lien en dessous de la vidéo ou de l'audio. Où il dit en fait, vous savez quoi les gars, vous aviez raison depuis le début, c'est vous les génies. Vos JPEG, etc. déjà c'est beaucoup plus décentralisé que les exchanges, et en plus et surtout, même si ça descend à 0, t'as toujours ta photo que tu peux toujours regarder, admirer et kiffer. Et donc en fait vous savez quoi, maintenant je vais devenir all-in sur les NFT, je vais devenir NFT maxi, et dites-moi ce que je dois acheter et puis je l'achète tout de suite. Les gens lui ont dit achète des Sappy Seals, et du coup il a acheté plein de Sappy Seals d'un coup. Enfin c'était rigolo, c'était un moment assez marrant. Mais bon, toi t'as quoi d'autre comme réflexion par rapport à ce qui s'est passé, tout ça? Écoute, moi je suis encore plus bullish, ça c'est sûr. Mais toi t'es toujours bullish. Mais je suis bullish pourquoi? Parce qu'en fait on voit ça pendant le bear market, ça efface juste les poisons en fait. C'est un poison en fait. FTX c'est un poison. Pour mieux préparer le prochain run. Ouais. Par contre, c'est double tranchant parce que on parle tout le temps d'adoption de masse. On n'y arrivera jamais en fait. Parce qu'il y a tout le temps des scandales. Là, ce qui s'est passé, tu vas avoir toutes les presses traditionnelles qui vont commencer à en parler. Et donc du coup, tu vas avoir un acharnement justement sur la crypto, le Web3, alors qu'en fait, c'est pas de la blockchain en fait. C'est une boîte de finance en fait, FTX. C'est juste un trading desk, tu vois. Ouais, tu peux dire pareil de Binance, de Coinbase, etc. Parce que là, c'est bien beau, tout le monde tape sur FBX maintenant qu'ils ont fait faillite, c'est bien facile, tu vois. D'accord. C'est pas la blockchain. Il faut aussi dénoncer le fait que faut faire attention, faut être très vigilant aussi par rapport aux autres exchanges. Non mais je suis complètement d'accord, tu vois. Ce qui s'est passé, ça sur FTX, ça peut arriver sur Binance, et d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui Binance est encore plus gros, et il contrôle beaucoup de fonds, et il commence à être aussi un nœud
sur pas mal de blockchains, notamment Ethereum par exemple, il détient une grosse partie des liquidités Ethereum, tu vois, donc ça peut potentiellement impacter aussi, tu vois, tout un écosystème. Ouais. Mais je pense que moi je pense que CZ il le savait, il l'a exécuté en fait. Il l'a complètement exécuté parce que en fait quand tu regardes un peu la personnalité de ce type-là, il a fait des trucs un peu sales, il est anti-DeFi, hein. Il est anti-finance décentralisée, il est très proche du gouvernement américain. Il a mis beaucoup d'argent et en fait ce qui est sorti à un moment donné, c'est que il allait tu vois, pendant qu'il jouait avec l'argent des utilisateurs, l'autre côté, il allait voir Washington DC, tu vois, pour supplier d'avoir un peu plus de régulation, etc., tu vois, pour protéger les utilisateurs, tu vois. Enfin, franchement, c'est bizarre. C'est trop bizarre, tu vois. Il y a des choses aussi, tu vois, notamment très proche de Gary Gensler de la SEC. Il y a une rumeur en fait alors cette rumeur, je pense qu'elle peut être vérifiée facilement. En fait, donc Gary, c'est le chairman de la SEC. La SEC, c'est un peu la police des finances. C'est en France, c'est l'autorité des marchés financiers. Ouais. Et en fait, apparemment, ce mec-là a aidé FTX à bosser sur la partie juridique pour qu'il ait le monopole en fait aux US. L'ancien boss de Gary, c'est le père de la CEO d'Alameda Research. Ouais. Le monde est psy. J'ai entendu parler de ça, ouais. Et je crois que les parents de SBF aussi sont assez connus dans le monde politique. C'est des profs, ils sont MIT. Ok, ils sont MIT, ouais. Des profs MIT. Lui, il a mis 500 millions, je crois, pour la campagne de Biden. Tu vois, là, en fait, ce truc-là, il commence à être très politique, tu vois. Et donc, du coup, ça touche un peu plus que juste un écosystème marché financier de la crypto qui représente, moins de 10%, de ce qui se passe dans le monde. Et tu vois, il faisait des trucs c'est un peu sale ce qu'il faisait derrière, tu vois, avec un token où il y avait du vent derrière. Bref, moi je suis bullish, je pense que ça va juste dégager les mauvais acteurs. On verra ce qui va se passer dans les les prochaines semaines, les prochains mois, parce que le problème de FTX, c'est que c'est une tentacule. En fait, il a investi dans plein de projets. Ouais, c'est ça. Je vais commencer à partager. Du coup, tu peux avoir vas-y. Et moi, pendant ce temps, je vais aller rebrancher des trucs parce que mon ordi est pas branché et va bientôt arriver à court de batterie. J'ai cette screen là, donc on la mettra pour les personnes qui écoutent en podcast, qui montre justement où FTX a investi. Ici, ce screen montre vraiment où est-ce que Alameda et FTX ont investi. Et donc là, on voit qu'en fait, c'est tentaculaire ce qu'ils ont. Ils ont investi dans des énormes protocoles, notamment Solana. Solana est très très proche de FTX et on l'a bien vu, hein, Solana a complètement dépeg beaucoup plus que les autres cryptos, et ça a emmené justement tout l'écosystème NFT de Solana très bas. Et on avait dit à un moment donné que voilà, des Gods et Youths, qui sont vraiment les projets les plus populaires de cet écosystème, a complètement chuté. C'est descendu jusqu'à $400, quelque chose comme ça. On aurait pu les sniper à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et tu vois, enfin pareil, j'avais vraiment envie j'en avais vraiment un, je voulais le choper. C'est la vie. Et il est parti. Il ressemblait à quoi? Vas-y. Je pourrais pas te le montrer, je crois que je me souviens même plus. Je l'ai même pas noté en fait, parce que je l'ai vu, je voulais le prendre, je voulais brancher. Non, mais décris-le-moi, il ressemble. Pourquoi il t'avait plu? Parce qu'en fait, je sais pas, il avait le style que j'aimais bien, tu vois, genre avec une casquette, des lunettes, avec un hoodie et tout. Enfin, je sais pas, c'était. Ah d'accord, ok. En fait, je voulais choper un NFT qui me ressemblait, tu vois. C'est dommage. Mon style. Ouais. Et donc du coup, je l'ai vu disparaître, j'ai fait bon, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est remonté aussi vite, hein. Youths, mais bon, tout ça pour dire que il y a cette entreprise, on n'a pas encore vu l'effet domino que ça peut provoquer, en fait, que ça a pu ou ça pourra provoquer la chute de FTX. Tu vois, il y a des gros trucs, hein, Immutable, il y a BlockFi. En fait, ils ont racheté pas mal de boîtes pendant le bear, tu vois, il y a pas mal de boîtes qui ont capitulé juste là il y a 4-5 mois. Il arrive SBF, il est arrivé comme le cheval blanc, il a essayé de racheter le maximum d'entreprises. Ouais. Et en fait toutes ces entreprises là donc tu penses que là on n'est pas au bout de nos surprises, et la semaine prochaine potentiellement il peut y avoir d'autres boîtes qui ok, c'est sûr. Et à suivre.
C'est sûr, parce que en fait, on n'a pas encore vraiment vu l'effet domino que ça, parce que là aujourd'hui, toutes ces boîtes-là, elles essaient de survivre, et puis à un moment donné, tu vois, dans peut-être un mois, on va voir que elles vont déposer le bilan, tu vois. Il y a des gros trucs, hein. Franchement, il y a des, enfin, tu vois, il y a Steppen, je l'ai vu quelque part, Steppen. Ouais, ah ouais, putain. Si ça vient faire péricliter des boîtes saines, c'est vraiment triste. Pour les boîtes en l'occurrence, si ça devient au contraire, tu vois, assainir le marché de boîtes qui étaient vraiment pas assez solides, etc. Tu vois, on en revient à ce que je disais la semaine dernière sur Yuga qui s'est grave baqué et qui a vraiment un énorme trésor de guerre pour résister à un bear market de minimum 3 ans. Ouais. Je pense que toutes les entreprises crypto doivent être dans cette configuration sous peine d'être vraiment menacées de mort à n'importe quel moment, quoi. Là, t'as deux choses à voir. T'as la trésorerie. Et où est-ce que tu stockes ta trésorerie parce que et en quel currency? Absolument. Parce que tu peux voir que là en fait c'est pas juste avoir de l'argent dans ton compte bancaire, c'est vraiment de le stocker et dans une banque où tu sais que voilà. Et pas en FTT quoi. Ouais. Donc voilà. Non. Ça c'est ouf. Si vous êtes intéressé par tout, on va pas passer beaucoup de temps sur tout ce qui s'est passé sur FTX, mais si vous voulez aller voir justement, si vous êtes intéressé par toute l'affaire, Cryptost en fait ils ont un article en direct et on voit justement tout ce qui se passe. SBF en fuite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il y a ils ont traqué un jet privé de SBF. Qui aurait décollé du Bahamas pour aller en Argentine, je crois. C'est un délire. Je souris parce que c'est incroyable, hein, mais évidemment c'est pas je me fous de la gueule de personne, hein, c'est juste que c'est fou. Et donc du coup il y a il y a aussi un autre truc aussi que vous pouvez regarder, c'est ce live. Moi j'étais sur Space, c'était il y a 2-3 jours je crois, avec tous les gros de l'écosystème français qui avaient leur point de vue. Franchement il y a 2000, je crois 5000 personnes au moins, 10 000 personnes au moins. Hein, mais non, ah ouais, putain cool. En fait, tu sais c'est un peu c'est vraiment l'écosystème français quoi. Et donc, du coup t'avais tous les plus gros qui étaient là, et ils donnaient leur point de vue à chaud de tout ce qui se passait, parce qu'on voyait CZ qui voulait racheter, qui voulait pas racheter. Ouais, donc tu vois les infos qui partent en live en fait. Ok. Et donc tu vois, Asher il a dû faire 2-3 vidéos en 2-2, il est passé sur Twitch quasiment toute la semaine à des heures normal, improbables. Et voilà. Enfin, si vous êtes assez intéressé par l'affaire et voir justement les détails de ce qui est en train de se dérouler en ce moment même, cet article de Cryptos qu'on vous mettra en lien détaille tout, et ça continue parce que là comme tu disais, la fuite, c'est de 9h ce matin, tu vois. Il est 11h. Ouais, il se passe des trucs, on pourrait faire un live énorme, quoi. Un tweet de Deepak, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le whale, qui est obligé de vendre toute sa collection, qui est assez impressionnante d'ailleurs, hein, parce qu'il a quand même énormément de Bored Ape et de CryptoPunk. Donc il a 8000 Ethers, il veut vendre tout ça pour 8000 Ethers, donc là il y a des gens qui commencent à racheter, donc tu vois il y a même des gros seed phrase, tu vois, c'est un autre whale. Tu vois, tout le monde est un peu dégoûté, John Cobb, tout le monde est dégoûté de voir qu'en fait il a fait confiance à une personne et il est obligé de vendre pour renflouer ses fonds FTX. Incroyable. C'est de sa boîte Chain en fait, c'est elle qui est impactée, donc il est obligé de remettre un peu. Quelle tristesse. Mais voilà, il fera plus attention, je pense. Bon, en tout cas, voilà, restez le plus, c'est le moment pour vous en fait de magnifique, le dernier Beeple, superbe, superbe. Beeple, on le mettra aussi. Contagion, on l'a superbe. C'est ce que je disais juste avant. Et donc vraiment le moment pour vous de prendre votre temps et de venir resécuriser tous vos fonds, quoi. On parlera des cryptos juste après, mais ça, oui, pardon pour le podcast, c'est vrai qu'on décrit des images qu'on voit là depuis tout à l'heure, mais juste remets le Beeple, du coup on va le décrire pour ceux qui sont que en écoute, les pauvres. Ouais, donc on a une image assez apocalyptique d'une tête géante de SBF au sein d'un univers apocalyptique où les gens sont morts autour, avec une espèce de quelque chose de très sombre en fait. En fait, la tête de SBF ressemble plus ou moins à un virus en fait qui vient effectivement contaminer plein de gens. Et ensuite, le chart d'après, c'est le floor des CryptoPunk qui est resté stable pendant toute cette période. C'est assez marrant. Alors que elle le disait parce que tu vois, NFT Statistics. C'est une femme, je crois. C'est un mec. C'est un mec? Ok, autant pour moi. Je pensais que c'était une femme. Et en fait, il disait que, il y a un mec qui l'a un peu chargé en disant, en fait, qui montrait les CryptoPunk et la force des CryptoPunk, parce que cette personne-là, un CryptoPunk, en fait, il disait qu'en fait, il regarde toutes les charts et en fait CryptoPunk c'est le seul chart qui bouge pas en fait. Ouais. Et c'est le stablecoin des NFT. Le meilleur tweet de tous les 3 jours qui s'est passé. Je vais le lire. FTX is a sex cult
and secret age fund that gambled away everyone's deposit while high on meth. Un culte sexe. En fait, toutes ces infos-là sortent. Enfin, c'est des infos des gens en interne. Meth, pourquoi? Parce que Caroline avait tweeté à un moment donné qu'elle est un truc autour de ça. Et assez. Qu'elle prenait de la meth. Plus ou moins. Elle l'a pas dit, mais c'était très très sous-entendu. Incroyable. Sex cult. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 10 personnes qui sont en coloc et apparemment ils sont tous en romance. C'est ce qui sort de quelqu'un proche de. T'as vu cette photo? On les voit tous à poil, mais je sais pas si c'est legit ou pas. C'est pas trop si c'est faux ou pas. C'est pas trop si c'est vrai, mais en tout cas il y a des gens en interne ou en tout cas très proches de ce groupe-là qui ont commencé à balancer des choses. Et donc du coup ce tweet-là. Incroyable. C'est dingue. Ouf. Est-ce que tu veux, mon cher Devac, qu'on passe au volume ou aux autres news directement, vu qu'on a déjà grillé une bonne partie de notre temps sur FTX. Un peu positif globalement sur le monde des cryptos. En fait, il y a un truc que je voulais montrer, c'est le CPI, Consumer Price Index, qui montre un peu le prix de l'inflation globalement, enfin, le taux d'inflation. Ouais. En fait, sur le mois d'octobre, donc il l'annonce tous les mois. On passe de 8, aux US, c'est aux US, on passe de 8,2%, de 8,2% en septembre à 7,7% en octobre, donc une baisse de 0,04, et il y a un impact très 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 positif sur le S&P 500. La bourse a explosé, ouais. Et la bourse a explosé. Et en fait, ça s'est passé au moment du cataclysme, en fait, du FTX. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand tu regardes les cryptos, bon, là, je pense que j'ai un chart qui peut être intéressant. Le Bitcoin, en fait, il a chuté, donc il a complètement dépayé, et puis il a remonté à un moment donné très vite, en fait. Bon, après il a rechuté. Et après aussi, il a monté, ça remonte là. Et après il rechute, mais c'est plutôt stable là depuis une journée. C'est plutôt stable là le Bitcoin. Il a $17 000 là. Alors on le regarde, c'est ça? Ouais, 16 800. Mais en fait, je pensais que ça serait pire, tu vois. En vrai, franchement, quand tu regardes sur les 7 derniers jours, Ethereum moins 22%, Bitcoin moins 20%. Je pense que c'est Solana qui a pris un coup. 55% Solana. Ouais, Solana, c'est vénère, ouais. Et sinon, t'as à peu près 20% sur tout. C'est réaction naturelle à ce qui se passe. Les gens retirent leurs fonds des exchanges, donc naturellement, en fait. Je pense pas que ce soit, tu vois, une défiance par rapport aux crypto-monnaies en tant que telles, parce que c'est pas le sujet. Les crypto-monnaies, c'est les marketplaces. En revanche, c'est effectivement un effet domino, parce que les gens retirent leurs fonds des exchanges, donc les prix des cryptos baissent. C'est un peu de la peur, parce que tu sais, c'est quand un moment panique comme ça, les gens commencent à tout retirer, tu vois. Enfin, ça a eu un impact sur Binance, sur tous les autres exchanges, parce que t'as l'impression qu'en fait, tu auras un effet domino. Et là, on l'a pas encore vu, Parce qu'il y a, il parle de crypto.com, il parle de, tu vois, des autres exchanges qui sont pas spécialement en bonne santé non plus. Mais on va voir dans les prochains jours. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est revenir à ce que tu disais au début. Une clé. Ouais, une clé. Voilà, sachez que si c'est pas votre clé, c'est pas vos cryptos. On passe au NFT. Du coup, c'est quoi l'impact sur le marché des NFT? On a eu des baisses assez sensibles sur l'ensemble des collections, je crois. Je vais regarder Ethereum sur les 7 derniers jours. Donc, on était à $20 000 à peu près de volume échangé sur la dernière semaine. 20 millions. 20 millions, pardon. Tout le temps 20 millions. Tu me confonds souvent les milliards, les millions, les milliers. C'est. T'inquiète, je te charrie. Il y a trop de chiffres. Il y a trop de zéros. Il y a après la virgule, avant la virgule. Ça, donc 20 millions par jour, c'est pas mal, c'est cool. Art Gobbler. Non, ça c'était dû à Art Gobbler en fait. Ah ouais, ok. Et depuis, on est redescendu sur les volumes traditionnels de ce qu'on avait vu en octobre, entre 9 millions et 13 millions. Okay, pas un énorme impact finalement sur l'écosystème. Je sais qu'il y en a qui ont essayé de vendre leur NFT pour avoir un peu de liquidité, parce que du coup c'est sorti pas mal, tu vois, j'ai vu, moi je regarde pas mal ce qui se passe sur les mutants par exemple, tu peux pas tout suivre, donc ça c'est ce que je suis, et t'as des mutants qui sont à floor, avant ils étaient plutôt à 12,5 etc, là ces derniers jours il y en a qui sont partis à 10, donc effectivement t'as eu une baisse sensible quand même sur... Mais ça s'est pas vraiment vu sur les chiffres, en vrai, quand tu regardes, on est... sur le volume d'échange, non. T'as les Scrummy Squiggles qui se sont tassés aussi, ils étaient quasiment à 17, ils sont descendus à 14, là, il y a pas mal de collections qui se sont tassées. Après, je pense que ça s'est tassé entre les collections, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des personnes qui ont vendu des projets à utilité et sont repartis sur $, ce genre de trucs, notamment les web. Je te laisse continuer, je vais me prendre un petit café pendant ce temps.
En attendant, j'arrête pas de me sur les lever, mais bon, c'est marketplaces, Mintendrick, hein. C'est comme ça. sur les marketplaces, on est donc sur la semaine dernière, on a 64 millions de dollars échangés sur OpenSea. Deuxième, LuxRare 26 millions. Troisième, X2Y2 33 millions. Et là, Blur a complètement chuté, quoi. Blur, qui était positionné deuxième ou même premier à un moment donné, est complètement redescendu. Donc donc il faut que j'additionne ces deux, ça fait à peu près 35 millions de volume échangé sur Blur. Donc Blur, c'est la nouvelle marketplace qui est apparue il y a un mois à peu près. Non, mais s'il y a eu l'effet Hard Gobbler, je sais pas, les acheteurs et les vendeurs de Hard Gobbler ont beaucoup utilisé Blur, et maintenant que la collection est retombée franchement, elle est passée de un peu plus de 20 Ethers à 3 Ethers, là, en quelques jours, c'est abusé. Ouais. Bah, du coup, il y a les volumes sur Blur qui se sont écroulés, quoi. Ouais, donc c'était un effet plutôt court terme. Dépendant d'une collection, je pense. Après, globalement, OpenSea, il touche quand même une plus grande partie, en tout cas on va dire des mainstream un peu plus, moins trader, alors que Blur c'est vraiment très focus trader. Après c'est quand même assez gros, hein. Quand tu regardes, ils ont 35 millions, c'est quand même assez fat, hein. Enfin même plus 40 millions, tu vois, de volume échangé. Donc voilà sur les marketplaces. Okay. Après, du coup on peut enchaîner sur OpenSea si ça te va, sauf si t'as d'autres trucs. Non, en fait OpenSea ça va être très simple, hein. Le top 10. C'est toujours les mêmes, hein, crypto. Ok, les gros trucs. T'as vu celui-là passer? Friendship Bracelet by Alexis André? Ouais, c'est un truc d'Artbox. Ouais. Donc, je sais pas, vas-y, raconte, parce que j'ai pas non plus trop digué. J'ai pas trop suivi, mais je sais qu'il a, donc les personnes qui avaient tradé, qui avaient, à la date de fin octobre, des, collections Artblocks, ont pu claim gratuitement, des bracelets. Qui avait été fait par Alexis André. Il y en a beaucoup, hein. En termes de supply, il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 100 000, quelque chose comme ça. Waouh. Mais du coup, tu peux choper le vrai bracelet derrière, non? Il y a pas un truc comme ça? Je sais pas vraiment. En fait, je sais juste que c'est le deuxième projet de Snowfro. Donc ça a eu un gros, il y a eu une vraie hype dessus. Après là, le prix, il est à 0.1 Ether. 0.1, ouais, donc pour un projet Hardblock, ça reste abordable. Tu vois, c'est le genre de truc que je pourrais conseiller à quelqu'un qui rentre dans les NFT, qui veut s'y intéresser, pour pas dépenser non plus 1000 balles, mais avoir un truc qui est un minimum de valeur. C'est plutôt cool, tu vois. Je crois que tu peux claim, t'as raison, tu peux claim un bracelet. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce que j'ai vu une photo passer dessus d'un mec. Je crois que c'est plutôt cool d'ailleurs. Okay. Et derrière, t'as ça c'était en 5e position. En 6e position, t'as KPR Verse. Il y a le reveal. Il y a le reveal qui arrive. Oui, ouais. ça a été révélé. Donc, KPR Verse, juste rapidement, on sait assez peu de choses sur ce projet-là, comme beaucoup de projets. KPR, ça veut dire Keep, Protect, Reimagine, je crois. Ouais, c'est ou ça. Reinvent, ou Reimagine, ouais. Et en fait, allez sur le site, c'est kprverse.com si je me trompe pas, ou un truc dans le genre. Et franchement, je crois que c'est l'un des plus beaux sites, peut-être le plus beau site NFT que j'ai jamais vu. Il est vraiment bien fait. Après, ouf. Ça veut pas tout dire. Non, mais s'il y a un truc à retenir de cette collection, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'aime. Après, t'aimes pas, toi? Les persos, c'est pas mon truc. Mais j'admets que c'est chiadé, quoi. Mais c'est pas mon délire. Moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Azuki un peu plus polish. Oui, il y a un côté un peu manga, clairement, enfin. Mais tu sais, c'est même la façon dont ils l'ont dessiné, tu vois. En fait, Azuki, c'est un profil. Là, ils l'ont un peu tourné avec la même main. Enfin, je sais pas, je trouve que avec une contre-plongée aussi. Tu vois que le point de vue, il est un peu en bas. Mais bon, enfin, c'est quand même très très inspiré d'Azuki, tu vois. Mais bon, enfin, moi j'aime bien ce style-là, donc. J'entends. Azuki et Chromis Squiggle après. Ok, donc rien de nouveau sous le soleil, à part, tu vois, les fleurs qui se tassent sensiblement. Ouais. On peut enchaîner sur les royalties, OpenSea, tout ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux à ce sujet-là. Hein. Ouais. Sauf si t'avais d'autres trucs avant. Non, en fait, là, je vais arrêter de partager mon écran. Et puis on va parler on commence à parler des topics de la semaine, du coup. Ouais, du coup, les royalties de nos amis de chez OpenSea. Donc, en fait, il y a eu plein de choses sur les royalties. Franchement, ouais, il y a eu plein de choses sur les royalties. Plusieurs annonces. Tu peux commencer avec OpenSea si tu veux. Si t'étais au Space. OpenSea, ça a été le première pierre à l'édifice cette semaine sur ces sujets-là. Donc pour résumer la chose, OpenSea a publié un thread le samedi dernier pour expliquer ce qu'il comptait faire sur les royalties, et en gros ce qu'il compte faire, c'est que pour les nouvelles collections, ils vont mettre à dispo un petit bout de code
pour que les créateurs puissent faire en sorte de forcer les royalties. Comment ils vont faire ça? Ils vont faire ça en empêchant les marketplaces qui autorisent le zéro royalties de trader en fait les items de la collection. Il y a, je pense, rien de mieux qui a été imaginé jusqu'à présent. Et justement, on va le voir après. Et en revanche, OpenSea explique que pour les collections historiques, ils n'ont pas de solution. Ils savent pas comment. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour faire en sorte que les collections qui ont été créées avant et qui du coup dont le code sur la blockchain n'est plus modifiable, savent pas comment résoudre le problème là-dessus. Et du coup, ils vont réfléchir à une solution avec la communauté, mais à partir du 8 décembre, les collections historiques seront avec zéro royalties sur OpenSea. Gros backlash, évidemment, parce que t'as le côté centralisé d'une marketplace qui vient décider pour les créateurs ce qui se passe et le côté le zéro royalties qui sera appliqué aux collections historiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que OpenSea, évidemment, est un business. Ils ont besoin de vivre. Ils voient que, clairement, ils sont très très fortement menacés par les marketplaces zéro royalties. Ils ne peuvent pas se permettre, pour leur propre survie, de continuer à appliquer les royalties sur toutes les collections. Moi, je suis assez pro OpenSea, pour être très honnête, à ce niveau-là. On pourra en débattre après. Mais pour moi, je trouve ça cool parce que c'est les seuls qui cherchent une solution pour renforcer les royalties. Et on a besoin que OpenSea vive et soit une entreprise pérenne pour défendre ces royalties-là. En fait, ils se doivent de le faire aussi parce que c'est le numéro 1. En fait, aujourd'hui, c'est le numéro 1 sur Ethereum et globalement, ils ont même plein de chains aujourd'hui. Ils doivent continuer à l'être, ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est pas facile parce qu'ils sont au milieu de deux profils, des traders ou des personnes qui veulent acheter et des artistes. Et ils doivent combler le besoin de ces deux profils, en fait. Donc, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, si les artistes s'il y a plus d'artistes, en fait, il y a plus d'acheteurs. Et donc, du coup, franchement, ils sont vraiment sur un jeu d'équilibre qui est pas facile. Non. Et du coup, là, ils réfléchissent avec la communauté. Et je trouve que dans ce que tu dis, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des spaces pour comprendre le besoin de la communauté. Donc, en fait, c'est vraiment la communauté qui a, entre guillemets, inspiré ou en tout cas aidé à travailler sur cette réflexion-là. Exactement. Donc du coup, il y a eu un gros backlash des créateurs, notamment Betty qui la boss des Dead Fellas et qui a vraiment discuté avec tous les créateurs de NFT qu'elle connaissait pour faire en sorte de contrer ce move d'OpenSea et de faire en sorte que les collections historiques ne soient pas, sucrées au niveau royalties. Et le lendemain, t'as l'un des deux fondateurs de Yuga, pareil, entre Garga et Gordon, je m'en mêle toujours les pinceaux, mais un des deux qui a publié. C'est Gordon. C'est Gordon encore. Ouais. Donc c'est le petit avec les lunettes, on est d'accord. Non, c'est l'autre. Gordon Gunner, c'est le... Ah ok, quand c'est le grand. Ouais. T'es sûr? Attends. Ouais, je pense que c'est lui. Tu m'as fait douter maintenant. Je m'en mêle toujours les pinceaux. Bref, c'est pas très... C'est lui. Ok. Ouais. Donc du coup, il a partagé un blog post pour expliquer ce que lui il comptait faire. Et donc là, tout le monde a applaudi et a dit c'est génial, c'est ça qu'il faut faire, faut pas prendre le truc d'OpenSea, etc. Sauf que sincèrement, j'ai lu dans le détail les deux projets et c'est rigoureusement la même chose. Ouais. Sauf que pour moi, la grosse différence, il y en a deux. La première, c'est que au lieu d'avoir une liste de marketplace définie par OpenSea avec le projet du boss de Bored Ape, c'est une liste qui est définie conjointement par une DAO et qui est décentralisée. Donc ça, c'est cool, effectivement. Mais c'est un détail parce que je pense qu'OpenSea va aller là-dessus. OpenSea n'aura pas le choix et ne pourra pas proposer un modèle où c'est eux qui décident quel marketplace ont le droit ou pas parce que t'es un peu jugé arbitre, eux-mêmes étant une marketplace. Ouais. Je pense qu'à terme, ils vont forcément le rendre décentralisé. Donc pour moi, ces deux projets vont se rejoindre sur ce point-là. Et le deuxième point, c'est qu'il me semble que OpenSea était sur un système de blacklist alors que Gordon, il va être sur un système de whitelist. Pareil, c'est un détail qui a son importance, mais je pense que OpenSea, si jamais on se rend compte que le système de whitelist est beaucoup plus efficace, OpenSea n'a aucun intérêt à l'encontre des créateurs et de faire autre chose. Donc en fait, pour moi, ces deux idées-là vont se rejoindre et on aura à terme un marché NFT qui va ressembler à ça. Soit tu auras les collections historiques qui voudront pas bouger et qui vont devoir être en zéro royalties parce que malheureusement t'as pas de solution et OpenSea ils ont besoin de bouffer et ils peuvent pas laisser les concurrents venir leur bouffer des places de marché. Soit t'as des collections historiques qui vont
je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont peut-être, tu vois, wrapper leur collection dans un truc qui va, où les photos vont être supprimées, etc. Et chaque collectionneur va choper un nouvel NFT sur un nouveau contrat qui, lui, va renforcer les royalties sur les marketplaces, etc. Donc, charge à chaque créateur de venir se dire, ok, est-ce que je crée une V2 de ma collection pour faire mourir l'ancienne, un peu comme un merge Ethereum, ou est-ce que je laisse l'ancienne telle quelle, mais du coup, je m'assois sur les royalties. C'est la recommandation d'OpenSea d'ailleurs. Enfin, c'est assez drastique. Il y a pas d'autre choix. C'est assez drastique. C'est drastique, c'est radical, mais il y a pas d'autre choix. Avec le CryptoPunk V1, tu vois. Exactement. C'est vraiment changer le Moi, perso, je suis créateur. Après, faudrait que je dise, tu vois, mais à l'heure d'aujourd'hui, vu ce que j'ai lu, moi, je serais prêt, tu vois, à créer une nouvelle collection, à venir, tu peux pas supprimer l'ancienne, mais la rendre complètement caduque. Et tu vois, venir donner à chaque collectionneur l'item de la nouvelle collection, quoi. En vrai, franchement, je sais pas si c'est le meilleur truc à faire parce que c'est quand même assez, tu le vois bien avec CryptoPunk V1, il y a toujours des gens qui traitent dessus, la collection elle existe toujours, elle essaie d'exister, donc tu sais jamais en fait comment cette collection-là wrapper. On parle de grosses collections, hein, on parle de Bored Ape. Est-ce que t'as un moyen de vraiment tuer, tu vois, une collection maintenant, parce que c'est décentralisé. Ouais, blockchain, tu vois. Enfin là c'est... Ouais, t'as raison. C'est pas facile en vrai. Ouais, non, c'est une super question. Et troisième option, du coup, ce sera, les nouvelles collections qui se créent à partir de maintenant, elles auront forcément le standard qui sera mis en place. Je vois pas pour quelle raison un créateur refuserait d'aller sur ce nouveau standard-là. Je te parle dans les mois à venir, hein, pas dès le 8 décembre, on n'aura pas 100% des créateurs qui vont prendre ça, mais je pense que ce sera le cas. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème de voir que l'intérêt d'une marketplace est plutôt aligné avec l'intérêt des créateurs et qu'il y a une solution qui se rejoigne, parce que tu vois, si t'as que des marketplaces type X2, Y2, enfin t'as plus de création et c'est vraiment pas bon du tout pour l'écosystème, quoi. L'avantage, là, le truc qui est cool, c'est que tout le monde s'est réuni autour de la table plus ou moins, tu vois, pour pouvoir en parler, pour pouvoir trouver des idées, pour avancer. Et ça, c'est cool en vrai. Enfin, même les collections concurrentes entre guillemets, elles ont tous le même, tu vois, le même besoin. Hein, c'est de survivre, hein, parce que aujourd'hui, c'est les royalties. Et ça, t'as peut-être oublié de le dire au début, mais c'est la seule source de revenus pour les artistes. Parce que pour un bon nombre d'artistes, ouais. Et c'est aussi les fees de la marketplace sont la seule source de revenus de la marketplace. Donc, il y a un intérêt pour tout le monde en fait ici. Donc, oups. Complètement. Ah non, c'est bon. Ouais. Enfin, j'ai vu aussi Nifty Gateway, tu vois, c'est une autre plateforme un peu plus dans l'art. Ouais. Qui, en fait, d'ailleurs, cette marketplace, j'avais pas vu, mais enfin, je savais pas, mais c'est la propriété, c'est Gemini, c'est l'exchange. D'accord. C'est l'exchange Gemini qui possède Nifty Gateway, qui est aussi favorable aux royalties. Donc, elle crée aussi un code open source, pareil, qui permet de bloquer la vente de leurs NFT la vente des NFT sur des plateformes 0% de royalties. Donc c'est un truc un peu drastique, tu vois. Ouais, ok. Après de toute façon, je pense qu'il y aura un consensus in fine. Tout le monde teste des choses, il y aura un consensus qui va pouvoir se créer. Oui. Par rapport et du coup, ça va laisser l'opportunité à des marketplaces plutôt cool comme Blur de devenir, tu vois, royalty friendly et d'adopter ce standard. En tout cas, voilà, je pense que ça peut être qu'une bonne nouvelle si ce souci se résout. Parce que si c'est pas le cas, c'est vraiment compliqué pour les NFT. On passe aux Youths. Yes. Donc on est en retard là-dessus parce que la semaine dernière on a record le jeudi, donc la veille du reveal, c'était vendredi le reveal. Mais du coup, notre ami Franck a révélé enfin ses petits Youths. Qu'est-ce qu'on en pense? À toi la parole d'Evac. Bah écoute, moi, il y a eu 2 mois de retard déjà sur le reveal. Et 2 mois de retard, pourquoi? Parce qu'il voulait travailler un peu plus l'esthétique sur les traits, etc. On se rend compte après 2 mois que apparemment, enfin visuellement, il y a rien qui change. Enfin, après c'est très subjectif, mais moi j'ai pas vu grand-chose qui changeait par rapport au premier draft. Et de 2, quand tu commence à creuser, il y a pas mal de gens qui commencent à diguer les traits. Il y a eu un seul trait qui a été changé apparemment, et la différence elle est très 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 faible. Donc pour le temps passé potentiellement et l'attente, est-ce que ils ont pas attendu pour que, tu vois, parce qu'on sait tous une chose, c'est que à chaque reveal souvent le floor descend d'un coup, et donc du coup la valeur de ta collection elle commence à chuter. Est-ce qu'ils ont pas attendu 2 mois pour faire vivre un peu le truc, parce que pendant la période de non-reveal, donc pré-reveal, je dirais, les gens s'échangent, les gens ils traitent, tu vois, ils spéculent aussi, tu vois, sur la collection pré-reveal. Et donc du coup ça fait
gagner aussi de l'argent entre guillemets. Oui. On sait jamais. Il y a pas mal de, tu vois, j'avais vu Cool Cats qui avait mis sur la, comment ça s'appelle, sur la deuxième collection de Cool Cats. Les Cool Pets. Les Cool Pets. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, Doodles, pardon. Non, c'est Doodles, pardon. Doodles avec les Doodles 2. Bon, ça c'est l'enfer, ça. Ça a mis. Ça, je c'est sais pas l'enfer. combien de temps ils ont mis pour reveal, genre. Mais il y a pas de reveal. reveal. Mais il y a toujours pas de reveal. Il y a toujours pas de reveal. Il y a eu un micro reveal où tu chopais des boîtes à NFT NYC où il y a eu 3 tirs, donc t'as un pas rare, un rare et un légendaire ou on sait rien. Et en fait, mais derrière ça, en fait, t'es censé choper des accessoires pour ton Doodles, donc des vêtements, etc. Okay. Et ça, c'est toujours rien. pas été reveal, en fait. Les Doodles 2 devaient sortir cet été, on est le 12 novembre, c'est toujours aucune update là-dessus. Franchement, Doodles, là, c'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Vraiment. Fallait que sur les blue chips, hein. De toute façon, tu vois, hein. Mais bon. Bref. Après, je suis allé regarder quand même en détail. C'est vrai que la collection, elle est stylée. Elle est vraiment stylée. Je trouve qu'elle est, enfin, visuellement, c'est beau ce qu'ils ont fait, en vrai. Ouais, le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est que DeGods soit complètement abandonné parce qu'il est très très focus Youths en ce moment. Donc DeGods, c'est la première collection que Franck avait créée. Et elle est complètement abandonnée parce il y a zéro info dessus. Il parle quasiment plus de DeGods. Sa profile picture, c'est un Youths aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'il s'auto-déborde, en fait. Il bosse sur tellement de fronts différents. Il s'est préoccupé beaucoup des royalties. Il avait sorti un blog post. Enfin bref. Il est sur tellement de sujets différents que... Il y a un truc apparemment, alors à vérifier, mais ça va pas être facile de vérifier ça, mais pendant la crise là, FTX, Solana, enfin tout l'écosystème, Frank avait lancé un tweet comme quoi il pensait switch Youths de Sol à Ethereum. Ouais, parce qu'il avait peur que Solana vienne complètement décrocher comme ruiner NFT. son projet, tu vois. Je pense que ce serait une bonne idée parce que il a délai de ce tweet, mais je pense que ce serait une bonne idée parce que ton NFT, t'as pas envie que ce soit dépendant d'une blockchain centralisée ou d'un truc comme ça. Donc effectivement, sans aller sur Ethereum, tu vois, donner la possibilité à tes collectionneurs de switcher d'une blockchain à l'autre, ça peut être cool. Si ça vous intéresse, il y a des projets multi-chain qui existent NFT en fait. Comme là, par exemple les Ghost où le O est remplacé par un 0, les Tiny Dinos. Et en fait, ces projets-là, tu t'as 7 blockchains différentes dispo, et donc si tu veux passer ton NFT de Ethereum à Avalanche à d'autres trucs, il y a pas Solana dispo, je sais pas pourquoi. Mais c'est des NFT où tu peux à tout moment en fait faire transiter ton NFT d'une chaîne à l'autre. Et tu vois, je verrais bien justement Franck faire ça avec les Youths, avec les DeGods, etc. parce que ça te permet d'être future-proof de ouf. Bah, là, attention, la centralisation, on le voit vraiment que ça crée un vrai problème, hein. Tout le monde, enfin, tu peux être pro Solana, mais bon, tu vois, Solana moins 50% parce qu'un exchange tombe. Je pensais que ça serait pire, hein. Ouais, franchement, je pensais vraiment que ça serait pire, hein. Mais, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est pas encore vraiment l'effet de n'est pas encore bien réglé. Mais moi, je trouve ça cool, les Youths. Effectivement, je m'attendais à un truc très différent. C'était pas du tout très différent, t'as raison. Et je pense que tout le monde avait raison là-dessus. Maintenant, ils auraient jamais dû autant pumper le truc avant que ça sorte. Ouais. Quoi. Ils en ont trop fait, les gens attendaient trop. Ouais. Quand c'est sorti, j'ai eu le même sentiment, tu sais, que le monolithe de Artefact, où pendant 2 mois, tout Artefact te disait tous les jours que c'était le futur, que c'était incroyable, que ce qu'il y avait à l'intérieur était une révolution, etc. Et quand t'as ouvert la boîte, il y avait en gros une sneakers virtuelle, quoi. Et les gens se disaient, c'est exactement ce qu'on s'attendait. Et genre, plein de gens disaient à l'équipe Artefact, c'est sûr, ça va être une basket Nike, c'est sûr, ça va être une basket Nike virtuelle. Et genre, ils étaient tous en train de dire, non, c'est plus que ça, etc. Et en fait, pas trop, quoi. Même s'il est un peu interactif, etc. Bref. Le prix du monolithe a monté, je crois, à 8-9 Ethers. Le moment du reveal, ça s'est écroulé complètement. Pas parce que c'était pas cool, mais parce que, je sais pas, les gens s'attendaient vraiment à un truc de malade mental. Et là, c'était pareil. Pendant 2 mois, t'as Franck qui expliquait que c'était un truc de malade. Et en fin de compte, c'était pas un truc de malade. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as un blog post de l'équipe créative qui t'explique tout le cheminement pour créer les Youths à la fin, et ça c'est super intéressant parce que tu vois effectivement dessin par dessin, étape par étape, comment pendant des mois ils ont réfléchi à l'évolution du truc, et ça je l'ai lu vraiment avec beaucoup d'attention, je me suis régalé à lire ça parce que c'est super intéressant sur le choix des couleurs et ainsi de suite. On le mettra dans le lien comme ça, dans la description, comme ça vous pourrez le voir. Ouais, c'est super intéressant, ça c'est très cool. Et globalement, ouais, je trouve ça bien d'avoir un projet PFP qui soit vraiment focalisé sur l'art et faire un truc le plus joli possible. Ça veut aussi dire que l'art ne fait pas tout, et qu'un art nickel, ça veut pas dire que ta collection va forcément cartonner.
Et l'art, c'est subjectif de toute façon, donc en fait ça va ouais. toujours plaire à des gens, mais ça va aussi, voilà, il y a des gens qui vont pas kiffer, tu vois. Surtout quand tu crées de la hype comme ça, tu t'attendais aussi. Après, faut savoir un truc, c'est qu'il y en a, ils achètent Youth juste pour le voir pumper et voir que le prix monte aussi, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a un aspect financier qui est assez fort. Qu'on verra peut-être un peu moins plus tard, mais en tout cas je sais pas, moi je trouve le travail il est pas dégueulasse comme moi je trouve qu'il est bien, il est, tu vois, j'étais à 2 doigts dans Sniper, donc mais bon, enfin on va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant des Gods Youth c'est cool d'avoir des collections NFT top Solana, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, enfin pour l'instant c'est juste une PFP et il y a pas d'utilité, il y a rien, tu vois. Comme souvent il y a rien derrière, c'est juste tu flexes ton PFP sur Twitter et puis c'est déjà cool. En parlant de Twitter. Alors, ce qui est intéressant, je t'avais envoyé un message, je t'avais envoyé un WhatsApp, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit qu'Elon Musk était en train de faire un space pour expliquer et récupérer des feedbacks de la communauté sur qu'est-ce que les gens voudraient voir sur Twitter. Ouais. Et pas spécialement des gens de la crypto, commu. C'est vraiment la communauté Twitter. Ouais. Il y a un TLDR, je linkerai il y a un thread qui explique, un mec qui récap un peu tout. Mais globalement, il a couvert plusieurs choses. Un fonds pour les créateurs de contenu. Donc là, aujourd'hui, alors, juste avant, il y a aujourd'hui le blue check mark à $8. Qui marche pas, et ils sont en train de l'arrêter là, je sais pas si t'as vu. Exactement. C'est, en fait, moi je comprends pas pourquoi il a fait ça déjà, parce que il essaie de trouver une source de revenus. Par contre, en fait, c'est à la porte ouverte à toutes les conneries, parce que tu vois tous les. C'était drôle, hein. Il y a des trucs un peu drôles. Je pensais qu'ils allaient faire un KYC, moi, un know your customer, donc en gros vérifier ton identité pour avoir le droit d'avoir le blue checkmark, ce qu'ils ont pas fait. Juste tu payes 8 balles et même si t'es anonyme, t'as droit au blue checkmark. C'est ça la connerie pour moi. Il suffisait d'implémenter un système de KYC avec le $8 pour avoir un truc un peu très dangereux, ça. Enfin, t'as vu toutes les entreprises, des gens qui ont fake des entreprises, qui ont mis des messages un peu drôles. Tu vois, genre il y a des mecs qui ont plagié McDonald's, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Il y a des trucs un peu moins drôles, notamment sur des compagnies de pharma, etc. Tu sais, ils ont commencé à publier des trucs. Incroyable, incroyable. Franchement, ça fait. Pour faire course, quelqu'un a fait semblant d'être Eli Lilly & Company, c'est une grosse entreprise pharma du coup. Association pharma, je sais plus. Ouais, c'est de la pharma. Et du coup, ils ont tweeté que, et vraiment, t'as l'impression que c'est le vrai compte, hein. Donc cette entreprise a tweeté, enfin ce faux compte de l'entreprise a tweeté qu'ils sont très contents d'annoncer que maintenant l'insuline devient gratuite. C'est ouf. Donc j'imagine que cette entreprise vend beaucoup d'insuline et en fait le cours de l'action Eli Lilly a chuté de 3%, ce qui représente des milliards littéralement. C'est ouf. De perte de valeur sur la boîte. Donc je pense que ça a déclenché cet événement qui a eu lieu hier soir, donc vendredi soir, ça a déclenché le fait que Elon arrête le Twitter blue checkmark parce que c'est une catastrophe. Ouais. Il a arrêté de vendre. Je sais pas, je pense qu'il va travailler sur un autre moyen, parce qu'en fait ce qu'il veut faire Elon Musk, et en fait il faut qu'il itère, hein. L'ambition elle est bien derrière, c'est qu'en fait il veut pas être dépendant des annonceurs. Donc il veut trouver une autre source de revenus pour faire vivre Twitter. Après il est en train de tester pas mal de formats, je pense. Mais bon, est-ce que tu veux charger les consommateurs, enfin les utilisateurs de la plateforme, parce qu'en fait aujourd'hui il veut créer un fonds d'un côté pour récompenser entre guillemets les créateurs de contenu qui font vivre la plateforme, à côté tu les fais payer, enfin tu vois, bon c'est pas trop encore. Il y a un Twitter Wallet qui va être créé potentiellement, pas pour les cryptos, parce que d'ailleurs dans le space de ce matin, il y a un mec qui a demandé est-ce que le Twitter Wallet ça serait un wallet Web3 crypto. Il a dit pour l'instant c'est pas prévu. Mais il s'y pencherait si besoin. Mais en tout cas c'est pas spécialement prévu. Après il peut changer d'un jour à un autre, on peut complètement changer. En tout cas bien sûr. De ce matin, donc le 12 novembre, ce matin dans le space crypto où il était présent, il était pas spécialement pour l'instant. Mais un wallet pour faire ça revient un peu à ce que tu disais, tu vois, c'est l'espèce de all-in app, genre avoir plein de choses dedans pour pouvoir éviter de sortir à droite à gauche. Je crois qu'il veut faire ça. Et donc du coup, il faut avoir un portefeuille avec une currency pour potentiellement type les créateurs de contenu ou enfin même faire de l'argent entre guillemets quoi. Ok, 2 trucs. Je pense que Elon Musk il a la même mentalité que Franck, c'est-à-dire essayer et même si c'est pas parfait et si ça fail, c'est pas grave, on arrête et on essaie autre chose. Et deuxième, Deva et moi on bosse dans la pub et en fait
Putain, c'est super intéressant de voir ça, une entreprise qui veut transiter d'un modèle publicitaire à un modèle où tu dépends moins de la pub. Est-ce que ça va marcher et prouver à d'autres entreprises comme Meta, comme Google qu'elles peuvent, tu vois, sortir un peu du modèle publicitaire, voir d'autres choses, ou est-ce qu'au contraire ça va prouver que le modèle publicitaire c'est un putain de modèle super efficace de notre décennie en tout cas pour l'instant. Là les dernières 20 pour l'instant le signal il est plutôt bullish pour la pub, ouais. Ouais. Il y a deux autres trucs. On en a parlé. Les bots, il veut les dégager. Donc ça, non, mais il y en a encore plus qu'avant. Je suis désolé, mais moi je me fais botter la gueule à longueur de journée, des dizaines et des dizaines de notifications. Pour l'instant, ils sont en train de travailler dessus. Je pense que les ingénieurs, ils sont en train de travailler dessus. Il vient de tweeter Elon Musk là. Spoiler alert, les bots, va y avoir un truc là. Voilà. Bah, tu vois, je pense que dans les semaines à venir. Et là, ça, c'était une des promesses qu'il avait faites dès le début quand il a dit qu'il allait chez Twitter. Donc, ouais. Je pense pour l'instant, c'est sûr, il a rien fait. Parce que là, ça. Et le dernier truc, c'est des formats vidéo longs. Yes. Qu'il veut implémenter. Il a tweeté à un moment donné, et pareil, encore une fois, il fait vraiment interagir la communauté. Est-ce qu'il fait revivre Vine, le fameux réseau social? Bien sûr, mais évidemment. Tout le monde a dit oui. Tu vois les charts sur YouTube qui cartonnent, les Reels, les TikTok, enfin, bien sûr. Évidemment. Je pense que ça va être un all-in app, un gros concurrent aux géants qui existent sur le marché. Hier, Twitter, il a fait un ATH, all-time high de active user. Ouais. C'est ouf. Donc c'est à dire que il y a un truc, il y a une dynamique derrière Twitter aujourd'hui. Mais bien sûr. Et après, je pense que tout le monde se disait, c'est bon, le mec il lance des fusées, il fait des voitures électriques, il va pouvoir gérer un réseau social. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. En vrai, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que le modèle à disrupter aujourd'hui, enfin, tout le monde y croit, tu vois, parce que c'est Elon Musk et il a un bagage assez solide sur tout ce qu'il a fait avant, puisqu'il a quand même disrupté le marché de l'aérospatial et le marché de la voiture qui étaient des marchés assez fermés. Hein. Ouais. On va voir, là c'est un gros challenge parce qu'il y a des Google, il y a des Facebook, il y a des Amazon, enfin pardon, pas des Amazon, des TikTok qui ont beaucoup de place. On va voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est très bullish en tout cas pour la communauté crypto, parce que il est très proche d'ailleurs de cette communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait souvent des spaces, il intervient. Et il parle avec sa communauté, et il y a un rapport de proximité quand même qu'il a quand même réussi à créer avec la commu, et donc ça c'est cool. Bon voilà, il teste pas mal de choses. Je pense qu'on verra aussi pas mal de presse traditionnelle qui vont reprendre tout ce qu'ils testent et qui vont essayer de le retourner, parce que Elon Musk ça fait du clic, hein. Et oui. Et voilà pour Twitter. Magnifique. On passe aux fast news de la semaine. Du Flash coup, la prochaine fois, on met une musique derrière. Hein. Tu mets Flash News et on met une petite musique. J'avoue. Parce qu'on enchaîne. Mais je peux en mettre une au montage, hein, avec un petit effet. On va mettre une musique. Flash news de la semaine avec des vagues, du coup. KPRverse, on en a déjà parlé, donc ça sert à rien. Adidas Metaverse, ça avance. Là, hier, il y a eu des vidéos qui ont... Ouais, j'ai suivi, donc du coup, il va y avoir un reveal le 16 novembre, donc on va en parler la semaine prochaine. Il y a plusieurs vidéos qui sont en train de tourner sur Twitter, avec un compte qui s'appelle Indigo, je crois, ou quelque chose dans le genre. Bref, ça commence à monter un petit peu, les vidéos sont très stylées, moi je suis assez bullish sur le projet. On va voir de quoi il s'agit derrière. Il y a un site avec plein de petits oui. Je crois que Indigo Hertz. Indigo Hertz. Indigo HERZ. Suivez ça parce que il y a pas mal de vidéos qui tournent, qui ont été notamment retweetées par le compte de Bored Ape, avec une espèce de monstre à une fourrure, avec une fourrure rose et plein d'œils dessus et des logos de Bored Ape dessus. Bref. Le mystère commence à monter et je pense qu'on va voir des trucs assez cool à ce sujet-là. Enfin. Adidas, enfin, putain. Yes, j'ai hâte de voir ça. Mastercard, c'est toi ça? Yes, Mastercard. En fait, il y a à Mumbai, en Inde, il y a eu un festival fintech, un des plus gros festivals fintech de la région. Il y a un représentant de Mastercard qui a fait une démo justement sur comment acheter sur un podium, qui a fait une démo devant pas mal de gens. Un corner, je dirais même. Comment acheter un NFT avec un wallet. Et c'est un wallet MetaMask et que tu peux payer avec une carte Mastercard. Donc du coup faire un bridge Mastercard, wallet MetaMask, Web 3.0. Donc du coup il a tenté de faire une réalisation, une transaction sur la blockchain Polygon via MetaMask. Pour montrer que il montre comment acheter des cryptos, ou en tout cas interagir avec l'écosystème Web 3.0 dans un événement conférence de masse, je dirais ma masse pro. Très bullish du coup. Mastercard qui met les deux pieds dedans. Visa, ils font pareil aussi, hein. Visa, on l'a couvert sur pas mal de... On en a parlé il y a 2-3 semaines, ouais. Ils font pas mal de choses aussi, donc on voit que les gros
géants de la finance de ce monde qui existe aujourd'hui, parce que c'est contrôlé. Se mêle un peu de ces sujets-là, quoi. Et ouais, exactement. Nickel. Game of Thrones, c'est toi qui voulais en parler, je crois aussi. Il y a GOTS. En fait, ils ont sorti une collection. Ah ouais? Ouais. Donc ça va être des avatars qui vont être inspirés de la série. Donc c'est assez cool de voir aussi. On avait parlé de quoi? On avait parlé de Seigneur des Anneaux. Ouais, Seigneur des Anneaux. Ouais. Là, c'est GOTS. Du coup, pareil, tu vois, c'est des grosses grosses IP. Grosses IP. En fait, ça sera accompagné d'objets sous forme de NFT. Donc, je pense qu'ils sont en train de développer un jeu vidéo, parce que ça sera des armes, ça sera des équipements, etc., pour améliorer un avatar que tu peux acheter. Donc, ils veulent vraiment faire un truc un peu plus poussé que juste une collection NFT. Ils veulent vraiment faire vivre. En fait, l'idée c'est ça, c'est faire vivre un peu aux fans de GOT dans un environnement où tu peux engager potentiellement un jeu vidéo, parce que là, en fait, les collections sont juste des équipements, en fait. Que tu peux équiper sur ton avatar. Ok. Et en fait c'est ça, c'est le responsable développement commercial NFT de Warner Bros qui est très bullish là-dessus et qui veut vraiment aller un peu plus loin pour engager les fans. Donc aujourd'hui tu regardes ta série, mais tu peux aller un peu plus loin grâce à un jeu vidéo ou grâce à une autre forme de média ou de projet qui peut te faire vivre l'expérience GOT plus immersive. Ok, intéressant. On a Azuki qui se lance avec Embouche. Yeah. Embouche. Tu connaissais ça? Ouais, c'est une marque de Embouche. C'est une marque de fringues japonaise. Je connaissais pas. En fait, déjà, Azuki, c'est très puissant en Asie, parce que en fait, c'est une IP asiatique en fait de base. Azuki, c'est pas américain, c'est asiatique. Ah ouais? Ouais. Et toutes les équipes, elles sont de cette région-là. Ça a cartonné. Enfin, même Zagabond, c'est un asiatique. Et donc, c'est coup, très là, NFT en Asie, hein. Tu vois beaucoup de meet-up, artefacts, etc. On disait que c'est banni, mais je pense qu'ils doivent être à Corée du Sud. Je vois plein de trucs, plein de meet-up tout le temps. Du Sud, ouais, je pense que c'est Corée du Sud. Je sais pas. Je sais pas si c'est Chine ou Japon ou Corée du Sud. Enfin, c'est un des pays là-dedans. Je sais que Embûche, c'est japonais par contre. C'est une marque de fringues japonaise. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur première collaboration PBT. C'est quoi? C'est Proof. Le Phygital Backed Token. Physical Backed Token. Je crois que c'est Physically Backed Token. Hein. Physically Backed Token. Ouais. Avec cette collection-là. Donc en fait, c'est une collection de fringues. Donc t'as des hoodies. Et t'as des pendentifs aussi. Ouais. Exactement. Assez cher. Hein. 0.5 Ether le hoodie, un Ether le collier. Enfin, c'est des trucs. 0.5 le hoodie. Ouais. Mais en plus, c'est une marque un peu premium. Okay. C'est pas une marque. C'est un peu un APC japonais vite fait si tu veux t'en comparer. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. APC. Ouais. Et donc du coup la collection, elle a justement cette technologie PBT intégrée. Donc tu peux scanner ton hoodie ou ton collier pour avoir le token derrière. Donc c'est la première collection. C'est limité en édition ou pas? C'est une rafle. Je crois que c'est une rafle qui va être faite sur le site. Au sein des Azuki ou n'importe qui peut l'acheter? Non, c'est que n'importe qui. N'importe qui. C'est n'importe qui. Ouais. Ils sont en train de créer un playbook quand même, Azuki, mine de rien, sur le côté fashion, etc. C'est cool, hein. Des collabs comme ça, on va en voir fleurir dans tous les sens, à mon avis. C'était leur positionnement dès le début de se mettre au milieu du gaming et de la mode pour justement réunir autour de la collection des plusieurs communautés. Mais c'est cool, hein. Semaine après semaine, je trouve que Azuki crée de plus en plus de trucs, et là où d'autres collections comme les Doodles sont en train de vraiment et le prix ne baisse faire pas. De la merde. Hein. Et si tu vois l'état de santé en regardant le floor, mais, bien sûr. Et le prix ne baisse pas spécialement. Doodle en train de chuter, mais non, ouais, clairement. Enfin, tu vois, c'est encore une preuve que t'as pas besoin d'attendre le prochain bull market pour créer des trucs intéressants. Artefact, Azuki ont vraiment mis le paquet depuis début octobre. Là, je trouve ça très très cool. Ouais. Azuki va arriver aussi avec leur prochain projet Animus, normalement, qui va sortir là en novembre, je crois, en décembre. Azuki. Pardon, Clunex. Artefact. Ouais, Artefact. Enfin bref, je trouve que ces deux collections-là sont en train de vraiment prouver qu'elles sont là pour build, quoi. Rolex, je pense qu'ils ont déposé un trademark pour les NFT, ouais. Pour les NFT, Metaverse, crypto, enfin tout l'écosystème Web3. Ça suit, enfin, Breitling, j'avais mis dans la newsletter, celle de la semaine dernière, justement des use cases de marques, des use cases de NFT pour des marques, notamment pour le luxe. Le luxe, ils l'adoptent très vite, notamment les marques de montres. On l'a vu avec Louis Vuitton qui fait pas mal de choses, Gucci. Ils le font. Voilà. NFT Tiffany. Qui sert un peu de facture 2.0 ou 3.0 pour certifier un objet. Donc là, du coup, Rolex
forcément se lancent aussi là-dessus. Ok. Donc, pour l'instant, juste des traits de marque. Ça veut pas dire qu'ils se lancent, ça veut dire qu'ils se préparent. Ils ont mis leur trait de marque comme ça, on sait jamais. Le jour où ils veulent y aller, ils ont déjà tout prêt légalement. Je pense qu'ils ont créé un pilote ou un proof of concept. Ils l'ont fait valider par les boss et je pense que. T'as un NFT Rolex là, tu changes de dimension. Hein. Ça va être pour pour une catégorie de population qui consomme justement, en tout cas qui engage avec cette marque-là. Mais je trouve que ça fait sens en vrai. Franchement, pour Rolex, ça fait sens d'avoir une facture 3.0. Certifié par la blockchain quoi. Donc, est-ce qu'ils vont faire d'autres choses? Je pense pas. Je pense que ça va rester juste cette use case là. Après on va voir. Hein. Ils peuvent être très créatifs. C'est pas le genre de boîte qui fait des collabs. Non, pas trop non. Lionel Messi, qu'est-ce qu'il nous a fait? Lionel Messi, il devient ambassadeur de Sorare. Il rentre dans le capital de Sorare. Putain, comme Mbappé, tout ça. Mbappé déjà dessus. Sorare est en train d'exploser. Ils ont annoncé il y a une semaine ou deux là qu'ils veulent investir 37 millions, je crois, pour la première ligue. S'ils la chopent, ça va être aussi ils sont en train c'est tentaculaire aujourd'hui. Ils sont en train d'aller choper tous les sports, toutes les ligues et récupérer tous les gros noms du sport comme ambassadeur, Il faut vraiment que je fasse un tour parce que mea culpa, j'ai jamais fait de tour sur Sorare. J'ai jamais essayé le truc. Il faut que qui jouent tout le temps et après, c'est l'un des projets avec Stephen sur lesquels des gens qui s'y connaissent pas trop en crypto s'y mettent quand même parce que t'as pas la blockchain ou en NFT en tout cas. Tu vois pas la blockchain mais il faut vraiment que j'aille faire un tour parce qu'il faut que je sache comment ça fonctionne tout ça quoi. Et d'ailleurs Stephen du coup en parlant de Stephen, c'est ASICS, c'est ça qui a fait une collab avec Stephen. C'est ça, partenariat. Donc ils ont déjà fait un truc avec New Balance, Stephen. Et là ASICS rentre dans le Web 3 avec Stephen. Donc je pense que tu vois toutes ces marques là de footwear tentent des choses pour engager, voir comment ça fonctionne dans le Web 3 avant de se lancer pleinement. Parce que tu as le playbook Artefact Nike, mais c'est un gros pari. Ce qu'ils ont fait, Nike, de racheter une boîte et de se lancer complètement dedans, Tu peux la faire à la Remova. Tu fais un partenariat avec Artefact, c'est cool aussi. Voilà. Et donc, du coup, des marques comme ASICS qui sont peut-être un peu plus petites, notamment en termes de business versus les concurrents, tentent des partenariats avec Stephen pour pouvoir se lancer. Stephen, c'est sur quelle blockchain? Ils ont, c'est multi-chain en fait. C'est multi-chain. Donc, Ethereum, Solana, et je crois que c'est Cardano. Je sais plus. Une troisième aussi. Il y a rien ils a rien d'annoncé sur ce partenariat-là, mais en tout cas, c'est un gros coup pour Stephen qui était un peu dans le rouge, là. Bon. Écoute, on a fait le tour, je crois. C'était un épisode très dense, on a beaucoup parlé de FTX, mais j'espère qu'on a fait vraiment le beau tour d'horizon de ce qui s'est passé cette semaine. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec déjà plein de choses qu'on sait qui vont se passer et dont on pourra parler avec Devac. Et n'hésitez pas à nous suivre partout, on est partout. On est sur tous les réseaux sociaux maintenant. Donc, il y a des snippets sur il y a des snippets sur TikTok, sur les shorts sur YouTube. Ouais. Si vous voulez pas regarder une heure d'épisode, vous pouvez tous les jours Devac se prend la tête à sortir des snippets et voilà, hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut. Il y a deux choses, il y a la newsletter qui va arriver tous les mardis ou mercredis du coup maintenant. OK, d'accord. Comme ça vous avez le podcast le dimanche et le mardi, le mercredi si on vous manque petite newsletter. Et donc il y a ça, on va intégrer un nouveau format, on tease un petit peu, un nouveau format un peu interview, on va faire on va interviewer des personnes et discuter, je dirais plus, sur des topics un peu, faire des focus sur certains topics. On veut garder le flow actuel qu'on a avec Devac, mais simplement, en gardant le podcast hebdo, faire une autre émission plus courte avec quelqu'un qui vient nous expliquer un sujet. Donc voilà, on va pas vous en dire plus jusqu'à maintenant, on a pas mal d'invités potentiels, et du coup on a hâte de commencer à faire ça. Et puis NFT Paris. N'hésitez pas. NFT Paris, du coup, je pense que tu vois, sur Twitter, on va faire des sondages et les gens vont voter pour savoir comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on filme, qui on va voir, etc. Yes. Et le code promo, si vous êtes. Et le code promo pour la NFT Paris dans la description de ce podcast. À très vite. À très vite. Salut, Paul. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.